Public Sénat et l'INA, en partenariat avec France Info et l'Obs, présentent l'info dans le rétro. Vive la France! Bonjour, bienvenue sur le plateau de l'info dans le rétro, une nouvelle émission d'histoire pour comprendre un peu différemment l'actualité. Cette semaine a été marquée par les annonces d'Emmanuel Macron en faveur de l'économie numérique. Le futur projet de loi Noé a pour objectif d'adapter l'économie française à la révolution du numérique, histoire peut-être de ne pas reproduire les erreurs du passé quand l'économie française avait regardé passer le train de l'informatique. Nous en parlerons avec l'historien Pierre Mounier-Kuhn qui sera sur le plateau. Mais avant cela, évoquons un héritage politique et très convoité puisqu'il s'agit de celui légué par le général de Gaulle qui, 45 ans après sa mort, commémorée lundi dernier, apparaît plus vivant que jamais, un sujet d'Hugo Barbieux. Une visite privée et une opération séduction. L'objectif pour l'ancien président de la République, garder la France dans le cœur des Russes. Tu connais ma conviction que le monde a besoin de la Russie et que la Russie et l'Europe sont faites pour travailler ensemble. Il nous est arrivé d'avoir des désaccords et j'ai toujours pu trouver les voies d'un bon compromis. Les conflits syriens et ukrainiens, ainsi que les sanctions contre les hommes d'affaires russes, ont refroidi les relations entre l'Europe et la Russie. Avec ses accents interventionnistes, Nicolas Sarkozy se met dans les pas de Charles de Gaulle pour garder la nation française au centre du jeu diplomatique entre l'Europe et la Russie. Gilles Le Béghac, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, spécialiste du gaullisme et président du conseil scientifique de la Fondation Charles de Gaulle. J'aimerais vous montrer une chose. C'est la réaction d'Alain Juppé, quelques instants après cette visite impromptue de Nicolas Sarkozy en Russie, à Moscou. Et voilà ce qu'il écrivait sur son blog, Alain Juppé. Et surtout, évitons entre nous les leçons de gaullisme revisitées. Personne ne peut dire ce que De Gaulle aurait fait dans les circonstances actuelles. La seule certitude, c'est que la France ne se serait mise ni dans la roue des Américains, ni dans celle des Russes. Elle aurait eu sa ligne. Vous avez une réponse, vous ? Qu'est-ce qu'aurait fait le général de Gaulle ? Bon, la question s'est posée tout de suite, dès le départ du général de Gaulle, à l'époque de Georges Pompidou, à l'époque en particulier de la controverse sur l'entrée du Royaume-Uni dans le marché commun. Et Maurice Schumann, qui avait beaucoup réfléchi à cette question, compagnon de la a eu Libération, la réponse suivante. Je ne sais pas ce que le général de Gaulle aurait fait. Mais ce que je sais, c'est que j'aurais été capable ou non de justifier auprès de lui les choix effectués maintenant. Ça laisse quand même un espace dans lequel d'ailleurs beaucoup se sont glissés. J'aimerais vous montrer ce que disait l'Obs, le Nouvel Observateur, qui est partenaire de notre émission et qui nous fournit comme ça chaque semaine un dossier ou une historique de sa collection. Et au moment de la mort du général de Gaulle, donc le 9 novembre 1970, quelques jours après, le Nouvel Observateur titre sur l'Autre Testament avec cette phrase. Déjà à l'époque, qui en est le dépositaire ? Pompidou, une fois de plus, affirme que c'est lui, mais 3 petits points. C'est-à-dire qu'à peine le général de Gaulle a-t-il quitté le pouvoir et est mort quelques mois plus tard, que déjà on s'interrogeait de savoir qui serait le successeur du général de Gaulle. Pourquoi un tel enjeu ? D'abord, il y avait un enjeu considérable. C'est que le général de Gaulle part quand même sur ce qui est une déconvenue. Bon, un échec durement ressenti, même s'il savait très bien, depuis plusieurs semaines. On peut rappeler juste qu'il avait proposé un référendum annonçant que si le non l'emportait, il partirait. Que le vote serait négatif. Donc, en 1969, il y a un enjeu lors de l'élection présidentielle. Est-ce que la Ve République, créée par le général de Gaulle, perdurera après sa mort ? Bon, c'est le grand enjeu de l'élection présidentielle de 1969. Bon, et ce qui fait que la grande majorité des gaullistes, l'immense majorité des gaullistes se sont rassemblés autour de la candidature de Georges Pompidou, en dépit des réticences de certains, en particulier de René Capitan, qui avait envisagé d'être candidat à un moment donné. Donc, et alors justement, c'est intéressant parce que
Ça n'a pas duré très longtemps, hein, ce moment un peu de grâce pour Pompidou. J'aimerais vous montrer une conférence de presse du 27 septembre 1973. Donc Pompidou est président de la République depuis quelques années. Il est déjà malade, on le voit sur les images, en couleur des années 70, très belles images d'ailleurs. Et on lui pose une question précisément sur le pompidoulisme. Est-ce que c'est du gaullisme? Et vous allez voir que sa réponse, il est plutôt en colère et un peu agacé. Je n'ai de leçons de gaullisme à recevoir de personne. Vous m'entendez? De personne. C'est la première chose que je veux dire. La seconde, c'est que quelle que soit la grandeur du personnage et le rôle qu'il a joué, l'horloge mondiale ne s'est pas arrêtée en avril 1969. Les événements courent, et je dirais même que depuis cette époque, il s'en est produit énormément, et il s'en produit tous les jours, et d'immenses. Et j'essaie d'agir de mon mieux, de réagir de mon mieux, de maintenir la politique française de mon mieux dans tout cela, sur le plan intérieur et sur le plan extérieur. Et je ne m'abrite pas derrière le nom du général de Gaulle. Et je ne dis pas « je fais ce qu'il aurait fait ». Voilà, vous savez, c'est intéressant, c'est les mêmes mots qu'Alain Juppé. Pas de leçon de gaullisme, on ne sait pas ce qu'il aurait fait. Peut-être on pourrait expliquer pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, on s'interroge beaucoup dans les rangs gaullistes à savoir si Pompidou était le bon cheval, en tout cas peut-être le bon héritier du général. Pourquoi à ce moment-là? Oui, parce que déjà, un certain temps s'est écoulé, et par conséquent, comme toujours, des interrogations surgissent pour savoir si Georges Pompidou est le véritable continuateur. Bon. Et il est clair que cette question agace le président de la République en fonction, pour tout un tas de raisons. Bon, d'abord parce qu'il est intimement convaincu, au fond lui-même, qu'il est le continuateur. Bon. Georges Pompidou avait un rapport avec le général de Gaulle qui était un rapport d'admiration, je dirais teinté d'affection, et il était convaincu que la pérennité de la Ve République était l'une des conditions pour que l'image historique du général de Gaulle soit, je dirais, une image pleine, pas simplement celle du libérateur, pas simplement celle de l'homme du 18 juin, mais celle du fondateur de la Ve République, c'est-à-dire d'un régime qui n'a pas été fondé uniquement pour un homme, mais pour la France, sur une certaine durée. Donc c'est une conviction profonde chez lui. D'où cette réaction d'agacement. Je vous propose de faire un tout petit saut dans le temps, Oui. et parce que justement vous évoquiez des générations différentes de gaullistes. Jacques Chirac est plus jeune, c'est pas quelqu'un qui a connu la Seconde Guerre mondiale adulte, donc c'était plutôt un enfant. Et quand il devient Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing, Chirac se dit gaulliste, il est gaulliste probablement, en tout cas il se dit gaulliste. Valéry Giscard d'Estaing n'est pas gaulliste, c'est le premier président de la Ve République qui n'est pas gaulliste, plutôt un libéral, indépendant. Et écoutez comment Jacques Chirac répond aux gaullistes historiques type Chaban-Delmas qui critiquent le fait qu'il appartienne à une majorité qui n'est pas exclusivement gaulliste. On est en 1976, au milieu de l'année, le mois est important, parce que bien plus tard, il se passera des choses nouvelles pour Chirac, on en parlera après. Il existe, dans l'opposition, comme parfois, hélas, dans la majorité, des hommes qui souhaitent diviser l'UDR. Eh bien, je tiens à dire qu'ils n'y parviendront pas. L'UDR est un rassemblement. L'UDR ne se découpe pas en morceaux. Elle est et elle restera unie et solidaire, quelles que soient les circonstances. Elle est et elle restera fidèle à ses options gaullistes et loyale à la majorité et au président de la République. Ceux qui veulent faire des raisonnements politiques contraires ou qui veulent tenter de bâtir les bases de la majorité sur d'autres constatations et d'autres principes que ceux qui concernent l'unité et la solidarité du gaullisme se trompent et font une œuvre mauvaise. Font une œuvre mauvaise. Sous-entendu, là, il utilise le gaullisme afin de repousser ceux qui n'acceptent pas sa présence à la tête du gouvernement en considérant que c'est des mauvais gaullistes. Tout ça pour dire que
à peine le général de Gaulle était mort, c'est quelques années plus tôt, que déjà on se battait pour l'héritage du gaullisme. C'est quelque chose, est-ce que le général de Gaulle, et c'est ma dernière question, l'avait déjà pressenti cela avant de disparaître, que son héritage serait à ce point divisé, à ce point destructeur même peut-être de sa famille politique? Je crois que beaucoup d'observateurs, et même un certain nombre de mes collègues historiens, pensent finalement que cette histoire est une histoire terminée. Bon. Je ne le pense pas tout à fait. Bon. Je suis un peu à contre-courant. Je laisse de côté ce qui relève du contenu, c'est-à-dire des objectifs politiques. Est-on fidèle ou pas fidèle à l'inspiration initiale du général de Gaulle? L'expérience du mouvement gaulliste a laissé un sens de la discipline collective qui n'existait pas dans la droite modérée avant, même si les modérés sont aujourd'hui dans cet instant. Mais ça n'existait pas. Ça, d'autre part, maintenu un minimum de jonction entre ce que j'appellerais une droite libérale et d'autre part une droite populaire. Voire même une droite souverainiste. Voilà, ça n'existait pas avant. Et puis ça laissait, comme on l'a vu tout à l'heure, d'ailleurs avec l'intervention de Jacques Chirac, une culture du rassemblement qui permet de gérer la diversité, de gérer tant bien que mal. Enfin, les grands partis à vocation majoritaire nécessairement sont confrontés à un problème de diversité. Bon. La droite française traditionnelle était dépourvue d'une culture du débat suffisamment solide pour que cette diversité, ce problème de diversité, soit géré correctement. Or, disons, la mystique gaulliste du rassemblement, ou l'idéal gaulliste du rassemblement, a permis, sur le long terme, et à travers des métamorphoses successives, qui font que, évidemment... De maintenir la famille... On est loin. Bon, et de maintenir un minimum d'unité dans la diversité. On va rester sur l'unité dans la diversité. Oui. Et je vous remercie beaucoup, Gilles Le Béguec, de nous avoir montré que le gaullisme reste vivant, qu'il n'est pas forcément destructeur de la majorité comme je le pensais, mais selon vous, c'est aussi un élément qui soude, qui cimente et qui maintient bien vivant l'héritage du général de Gaulle. Je suis convaincu, c'est merveilleux. Merci, monsieur Le Béguec. Merci beaucoup. Il y a quelques jours, Emmanuel Macron a présenté les grandes lignes de son grand projet numérique, la loi Noé, qui naîtra peut-être dans quelques mois, visant à faire de la France un géant du numérique et surtout de ne pas rater le virage du numérique, un sujet de Romain Ravier. La loi Macron version 1 voulait lever les blocages dans l'économie traditionnelle. La version 2 se consacrera au même problème, mais dans l'économie numérique. Une loi baptisée Noé pour nouvelles opportunités économiques viendra acter cette nouvelle révolution industrielle. C'est une révolution technologique, c'est une révolution d'usage, c'est une révolution qui vient bousculer les frontières et qui change la façon d'innover, la façon d'entreprendre, la façon de produire, qui parfois fragilise les modes d'organisation au sein de l'entreprise, de la société. Et ces changements, ça n'est pas le gouvernement dans son coin qui peut les penser tout seul. Le ministre de l'économie a donc écouté ce matin des entrepreneurs, des chercheurs, des acteurs de ce nouveau marché pour évoquer notamment les barrières à lever et qui freinent le développement de la France dans ce domaine. Le développement de la France. Pierre-Éric Mounier-Kuhn, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, chercheur au CNRS. Oui. Et spécialiste de l'informatique et du numérique, ça tombe bien, puisque vous êtes ici pour en parler. La France a déjà raté un virage. C'est pour ça que je vous ai invité, c'était le virage de l'informatique. C'était dans les années 60. Et avant de commencer l'entretien, j'aimerais vous montrer une archive que vous connaissez bien, puisqu'elle nous renvoie au mois d'avril 1967. Et vous allez voir Michel Debré présenter l'avenir de l'informatique en France avec beaucoup d'espoir. La première pierre du plan calcul a été posée hier matin au ministère de l'Économie et des Finances. C'est en effet hier matin qu'a été signée la convention qui lie l'État à la Compagnie internationale pour l'informatique, en abréviation C2I. Et M. Debré a tenu à préciser l'importance de cette signature. Ce protocole, ou plutôt cette convention, répond à un objectif très précis. Avoir une forte industrie nationale capable de construire des ordinateurs. Voilà,
en quelques mots, notre objectif, notre préoccupation. Pourquoi? D'abord parce qu'aucune nation industrielle ne peut se développer dans les années à venir sans informatique, c'est-à-dire sans ordinateur. Et qu'il est bon en ce domaine qu'un pays comme la France recherche son indépendance. Voilà, on était avec le général de Gaulle tout à l'heure, il y a l'indépendance. Je voyais sourire en regardant Michel Debré, c'était de la tendresse ou c'était plutôt se rendre compte à quel point on avait échoué? Oui, non. Oui, on peut sourire en voyant la foi un petit peu naïve de Michel Debré et la croyance qu'il avait que les grands groupes industriels qui se détestaient cordialement allaient collaborer avec l'État pour servir ce grand dessein d'intérêt collectif et de création d'une industrie informatique. En revanche, ce qui est très important, c'est que Michel Debré, c'est en 1966, et c'est une actualité d'actualité, puisque l'année prochaine, on va célébrer le 60e anniversaire du plan calcul. Ce qui est important dans cette vidéo, c'est de voir l'énergie avec laquelle Michel Debré lance ce projet. Michel Debré... Il n'est pas très éloigné de celle d'Emmanuel Macron, qu'on a vu tout à l'heure. Il y a une espèce d'enthousiasme pour l'avenir, de ne pas rater le virage, sinon c'est la fin, sinon c'est la crise. Michel Debré a compris intuitivement que l'informatique était un enjeu de souveraineté essentiel pour les nations modernes et un enjeu de prospérité économique. Et donc, il fait son métier de ministre d'économie et des finances dans la France gaulienne de l'époque. Il lance un des plus grands programmes technologiques que la France ait connu au XXe siècle, visant non pas à créer, mais à recréer une industrie des ordinateurs française. Alors, il dit souvent française, mais en réalité, quand on regarde le plan calcul de près, ce qui est mon cas puisque je suis en train d'écrire un livre sur l'histoire du plan calcul, on s'aperçoit, que le plan calcul était destiné à fournir une pierre française à un édifice informatique européen. Le but, c'était bien de créer une informatique européenne capable de faire pièce. C'est le programme Unidata. Ça a été plus tard, ça a abouti au programme Unidata, qui a existé, qui a construit des ordinateurs. IBM, que je sache. Non, parce que le gouvernement l'a arrêté. Ah, d'accord. Michel Debré a mis toute son énergie à lancer ce programme. Et ensuite, c'est passé dans d'autres mains, mais ça a continué. Ce qui est important de retenir, c'est que si le plan calcul a eu des résultats assez discutables sur le plan de l'industrie, il y a eu une industrie, il y a eu des ordinateurs, les ordinateurs les plus puissants d'Europe ont été faits à cette époque en France. En revanche, il a eu des résultats considérables sur le plan de la formation et sur le plan de la recherche. Sur le plan de la formation, parce qu'il a beaucoup contribué à rattraper le retard des universités, des écoles d'ingénieurs et d'autres organismes de formation en apprentissage de la programmation, en apprentissage de l'architecture d'ordinateur, enfin, de l'informatique. Et d'autre part, le plan calcul a eu un impact considérable sur la recherche, puisque 4 ans après cette émission, dans le cadre du plan calcul, se crée une équipe destinée à développer un réseau d'ordinateurs qui s'est appelé Cyclade et qui est un des ancêtres d'Internet. Oui, alors d'accord. On peut voir ce côté de l'histoire et se dire que finalement tout ça a peut-être germé et plus tard eu des conséquences. Enfin, j'aimerais vous montrer aussi une autre archive. Alors là, elle est assez amusante. On est à un salon de l'informatique, on est en 1984. Le constat n'est pas très bon et on a encore quand même beaucoup d'espoir. À eux tous, les constructeurs français ne représentent que 2% du marché mondial des machines. 2%, 2 fois rien. La réponse, c'est peut-être de Californie, de la Silicon Valley, qu'elle nous arrive avec Apple. Minuscule société en 1977, rivale d'IBM avec des ordinateurs très avancés aujourd'hui. Ce qu'Apple a su faire avec son Macintosh, notre pays le réussira-t-il avec ses programmes ? En France, il y a un savoir-faire en matière de logiciels qui est unique au monde. Et le train à prendre, c'est le train du logiciel pour l'informatique personnelle. D'un côté, la modernisation coûte certains emplois traditionnels, mais de l'autre, ça en fait gagner. En matière d'électronique et d'informatique, il y a une perspective d'à peu près 500 000 emplois sur 10 ans. De toutes les manières, c'est la seule voie à suivre, sinon on sera balayé. Mais c'est intéressant, c'est la seule voie à suivre, sinon on sera balayé. Un peu la même chose, l'avenir toujours, sinon c'est la catastrophe. Mais pourtant, ça ne marche pas. C'est le patron d'Apple Europe qui dit ça. Pourquoi on n'a pas réussi ensuite à
C'est intéressant parce que quand vous comparez avec ce que disait Michel Debré, en 1966, il s'agissait de produire des ordinateurs. Ouais. En 1984, on a de ce côté-là, on est fichu. Et de toute façon, personne ailleurs qu'en France n'a résisté aux petits dragons asiatiques qui ont complètement balayé le marché des micro-ordinateurs. Donc, le savoir-faire, il est dans le logiciel, la valeur ajoutée, elle est dans le logiciel, et ça réussit pas mal. On a quand même certaines des plus grandes entreprises de services au monde. Alors, on ne fait pas tellement de progiciels en France, mais Capgemini, Sogeti, Steria... Mais ce qui est frappant dans ces deux archives, c'est de voir à quel point tout ça vient d'en haut. C'est vraiment ce qu'on appelle du top-down, quoi. Ça vient d'en haut. Oui, alors ça, c'est l'impression qu'on a quand on regarde la télévision. Mais quand on regarde les archives et quand on interviewe les gens, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de bottom-up qui montent vers les politiques et ensuite le politique faire tomber ça en plus fine sur les industriels et sur les médias. Mais en réalité, derrière, il y a toujours des intérêts industriels ou des inventeurs, des ingénieurs, des gens à idées qui fournissent les politiques en projet. Alors justement, pour ne pas rester sur une note peut-être un peu pessimiste, j'aimerais vous montrer une autre archive. Alors là, on est à la fin des années 70, en 1978, et là, la France excelle et va même guider le monde dans cette voie. Vous allez reconnaître le jeune François de Closet, mais aussi Roland Moreno, un inventeur assez génial. Exemple d'innovation informatique, la carte mémoire. La mémoire, vous le voyez, c'est ce petit circuit intégré qui pourrait servir de monnaie électronique dans l'avenir. Pourquoi ? Eh bien parce qu'au début du mois, votre banque vous remettrait cette carte avec, par exemple, un crédit de 2000 francs. Alors, vous voulez payer un achat. Au lieu de trouver dans le magasin un tiroir caisse, vous trouvez cette petite calculatrice. Alors, bien sûr, vous introduisez immédiatement la carte, vous tapez votre numéro d'identification, prouvez qu'elle est bien à vous. L'appareil donne son accord et en même temps remarque qu'il vous reste 1900 francs de crédit. Vous tapez le montant de votre achat, 100 francs par exemple. Bien. Alors, Monsieur Moreno, c'est vous qui êtes le père de cette carte mémoire. Que fait le commerçant à ce moment-là ? Donc, le commerçant voit apparaître le montant de cette dépense sur son écran de contrôle et donne son accord en appuyant sur un bouton. Alors, suivant les instructions, je donne mon accord aussi et maintenant la machine débite ma carte de 100 francs et elle va créditer le commerçant. Là, est-ce que c'est un homme qui est génial ou bien c'est le produit de la formation d'une nation ? Parce qu'on se demande toujours, est-ce que c'est la France là, qui triomphe ou bien c'est un homme qui a une idée géniale d'inventer la carte à puce ? C'est les deux, mon capitaine, parce que en même temps que Roland Moreno inventait la carte à mémoire qui allait avoir très vite, qui était relativement facile à réaliser, qui allait avoir très vite une application dans les cabines téléphoniques. D'autres inventeurs, notamment chez Bull, Michel Hugon et son équipe, inventaient la carte à mémoire, la carte à microprocesseur, qui allait beaucoup intéresser les banques. Et c'est la conjonction de ces inventeurs, de certains industriels et des intérêts soit de l'État, soit des grands groupes bancaires et autres, qui allaient susciter la création d'un nouveau secteur industriel. Il n'y a pas beaucoup de domaines de l'informatique ou du numérique où l'Europe a su créer de nouveaux secteurs industriels au XXe siècle, la deuxième moitié du XXe siècle, et la carte à puce en est un très bon exemple. D'ailleurs, je vous signale que nous avons récemment inauguré une exposition au Musée des Arts et Métiers pour célébrer le 40e anniversaire de la carte à puce. Et j'en profite pour dire que nous avons aussi un projet de créer en France un musée de l'informatique et du numérique. Eh oui, il n'y en a pas. Ça dit des choses peut-être sur notre culture du numérique et de l'informatique. Ça, c'est très important. Quand vous visitez le Computer Museum de la Silicon Valley et que vous voyez des enfants des écoles qui viennent le visiter, vous comprenez pourquoi il y a tant de vocations d'inventeurs et d'entrepreneurs aux États-Unis dans ce domaine. En France, on n'a pas un musée de l'informatique, on n'a rien qui retrace le patrimoine et qui suscite des vocations dans ce domaine essentiel. Et oui, ça en dit long, peut-être notre absence de culture dans le domaine, même si dans les écoles, on va bientôt apprendre à programmer, si j'ai bien écouté la ministre de l'Éducation. 1971. On va continuer et peut-être mieux le faire, parce que moi, je n'ai jamais appris ça à l'école. Merci Pierre-Éric Mounier-Kuhn. Vous êtes l'auteur de L'informatique en France, l'émergence d'une science aux éditions des presses de la Sorbonne. Et bientôt, donc, un livre sur le plan calcul. Merci beaucoup d'avoir été mon invité. Merci. Et pour finir, un peu de lecture pour le week-end ou la semaine qui vient, un grand livre d'histoire médiévale écrit par Damien Bocquet et Piroska Nagy, ça s'appelle « Sensible Moyen-Âge » aux éditions du Seuil. Les deux auteurs se proposent, sur le temps long 1000 ans de Moyen-Âge, d'interroger les émotions des hommes et des femmes, de construire une histoire affective, accepter ou rejeter la colère, la peur, la passion, l'amour ou les rires, sont soigneusement repérés par les deux auteurs dans des textes sacrés, bien sûr, Bible en tête.
mais aussi les textes profanes et l'iconographie, se dessine alors un Moyen-Âge sensible, comme s'appelle le livre, structuré autour d'un christianisme de plus en plus omniprésent. Et même s'il reste bien des mystères sur les émotions du petit peuple, qui ne laissent à l'époque guère de traces dans l'histoire, on est ici bien loin d'un Moyen-Âge sombre, obscur et sans émotion, tel que nous l'a légué la Renaissance et le 19e siècle. Voilà, cette émission s'achève. Je vous retrouve tous les matins sur France Info à 8h53 dans l'Histoire d'Info. Et d'ici là, à bientôt. Vive la France! Public Sénat et l'INA, en partenariat avec France Info et l'Obs, vous ont présenté l'info dans le rétro.